Dans le sud-ouest de l'Amérique du Nord, où la terre s'étend jusqu'à l'horizon, le vent façonne les dunes et transporte les feuilles sèches, tandis que la vie lutte pour survivre à chaque virage et que chaque rocher recèle des histoires de résilience et d'adaptation. Ce territoire, sculpté par l'érosion et le passage du temps, est marqué par des contrastes qui interpellent même les plus forts et déterminent qui prospère et qui disparaît. Différents climats convergent ici, des montagnes froides aux plaines arides, mais un seul domine tout, le désert, immense, impitoyable et implacable. Cet endroit est l'Arizona, un paysage où l'immensité semble observer chaque mouvement, rappelant à ses habitants que rien ici n'est simple ou sûr. Ceux qui habitent ce territoire sont non seulement confrontés à la pénurie d'eau, mais doivent également endurer une chaleur qui brûle la terre pendant les heures d'ensoleillement et un froid qui l'enveloppe de glace lorsque l'obscurité tombe sur le sable et les rochers. Chaque mouvement extrême oblige les habitants du désert à mesurer leurs mouvements avec une précision maximale. Et chaque décision peut faire pencher la balance, révélant qui trouve de l'eau avant que la sécheresse ne la dévore, qui se cache à temps du prédateur ou qui s'effondre épuisé sous un soleil implacable qui semble tout consumer. Malgré ces hostilités, l'Arizona bat la vie. Lorsque la chaleur commence à s'atténuer, le coyote sort des buissons, se déplaçant furtivement à la recherche d'un moment qui révélera sa proie. Pendant ce temps, sous le sable, des serpents à sonnette attendent immobiles, cachés dans des embuscades silencieuses, prêts à déclencher une attaque dévastatrice. Plus loin, parmi les rochers, des scorpions patrouillent avec leurs pinces ouvertes, traquant chaque vibration du sol. Et du ciel arrive une autre menace. Le grand-duc d'Amérique, un prédateur nocturne qui observe d'en haut, prêt à bondir silencieusement. Chacun, avec des armes différentes, partage le même objectif, survivre dans un monde où l'obscurité n'apporte pas la paix, mais une nouvelle vague de chasseurs. Ce scénario extrême ne laisse aucune place à l'improvisation. Les espèces, leurs comportements et leurs adaptations répondent à une lutte constante contre la chaleur, le froid et la pénurie. Au milieu d'une telle précision, à chaque mouvement calculé et à chaque instant d'alerte, surgit le doute que le désert pose silencieusement. Comment la vie parvient-elle non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans l'un des déserts les plus rudes de la planète? Pour certains, la clé de la survie réside dans la force, la patience et le silence, des qualités qui définissent les habitants les plus astucieux de ce paysage. Au milieu de ce scénario, où la vie se mesure à la prudence et à l'endurance, le silence protège un redoutable chasseur, un félin capable de dominer n'importe quel territoire. Il s'agit du puma, l'un des prédateurs les plus mortels du continent. Contrairement à d'autres espèces qui dépendent d'écosystèmes plus fertiles, ce félin ne se limite pas aux sommets enneigés ou aux forêts denses. Même là où la terre devient impitoyable, elle trouve le moyen de prospérer. Grâce à sa taille imposante qui dépasse les 2 mètres de long et à ses muscles conçus pour la force et l'agilité, il parvient à dominer une grande partie du paysage aride des zones montagneuses aux plaines brûlées par le soleil. Au cœur du désert, là où la végétation offre à peine un abri, il se déplace comme une ombre. Et à chaque étape, il confirme que l'adaptation n'est pas une option, mais la seule façon de survivre. Ainsi, pendant la journée, lorsque la chaleur peut dépasser les 40 degrés, le puma reste caché dans des crevasses rocheuses ou des grottes naturelles, où la température est plus supportable. Alors que le soleil commence à se coucher et que la lumière s'adoucit, il quitte son refuge et commence un voyage silencieux. Dans ce mouvement, il privilégie les zones surélevées, non seulement pour la protection qu'elles offrent, mais aussi pour l'avantage stratégique qu'elles lui confèrent, puisque de là-haut, il observe chaque mouvement, chaque signe de vie. Dans ce monde dur,
la capacité d'observer sans trahir sa présence fait la différence entre manger et mourir de faim. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce matin, lorsqu'un mâle adulte a traqué depuis le sommet d'un canyon. De son poste d'observation, il observe patiemment. Devant lui, à près de 40 mètres, un cerf mulet se nourrit près d'un ruisseau saisonnier, profitant du peu d'herbe laissé par la dernière pluie. Le puma reste immobile, se fondant dans le paysage environnant. Sa fourrure couleur sable se fond dans la roche rougeâtre typique des canyons de l'Arizona, le rendant pratiquement invisible à la lumière du petit matin. À chaque respiration retenue et à chaque pas mesuré, il maintient la proximité de sa cible sans révéler sa présence. Dans un écosystème où le gibier est rare et l'énergie limitée, une seule erreur pourrait vous coûter des jours de faim. Mais quelque chose change dans son environnement et il arrête immédiatement son avance, ajustant sa posture et observant attentivement chaque mouvement du cerf. Il sent que sa proie baisse la tête pour se nourrir. Et à cet instant, il détecte l'opportunité parfaite de gagner du terrain sans se faire remarquer, mesurant précisément chaque décalage, chaque mouvement calculé pour s'approcher sans se faire détecter et préparer une attaque décisive. Tout d'abord, il pose le bout de chaque patte vers le bas, en pesant son poids corporel afin de ne pas déranger l'herbe sèche ou les pierres détachées qui pourraient révéler sa présence. Lorsque le cerf se tourne légèrement, exposant son flanc, le félin saisit l'instant et bondit sur lui de toutes ses forces. Ses griffes pénètrent la chair tandis que ses crocs s'enfoncent dans le cou, soulevant l'ongulé à quelques centimètres du sol. Le cerf crie, bouge ses pattes comme s'il courait, mais il court dans les airs, piégé par la morsure du puma. Le sang jaillit de la morsure, tachant le sable et les pierres. La lutte ne dure que quelques secondes. Chaque coup et chaque morsure ouvrant de profondes blessures. Le cerf continue de crier, mais le puma reste sourd à tout, concentré uniquement sur la maîtrise de sa proie. Lorsqu'il finit par s'immobiliser, le prédateur se pose sur sa proie, recouvrant son corps du sien, respirant rapidement, couvert de sang, tandis que le désert retrouve son impitoyable immobilité. Après s'être assuré que le cerf ne puisse pas s'échapper, le puma pousse et traîne soigneusement son corps vers l'ombre de quelques rochers où il peut terminer son travail loin des charognards qui apparaîtront bientôt. Aujourd'hui, la chasse a été un succès, mais dans le désert, rien ne garantit le lendemain. Alors que le puma se cache pour dévorer sa proie, la chaleur reprend possession du sable. Bientôt, le silence est interrompu par un son différent, plus aigu, plus insistant. Que se passe-t-il lorsque la survie ne dépend plus de la force, mais de la ruse, de la patience et de la capacité à s'adapter à chaque situation? Au cœur du désert de l'Arizona vit un prédateur qui a appris à jouer selon ses règles, mieux que presque n'importe qui d'autre. Petit, rapide et observateur, il se déplace prudemment parmi les rochers et les buissons, profitant de chaque ombre et de chaque bruit. Sa survie dépend de sa capacité à savoir quand attaquer et quand battre en retraite. Voici le coyote. À première vue, il est considéré comme un chasseur solitaire. Sa renommée s'est forgée grâce à sa ruse et non à sa force, et à sa capacité à survivre sans dépendre des autres. La plupart du temps, il erre dans le désert en silence, s'appuyant sur son ouïe fine et son odorat pour trouver de petites proies, des rongeurs aux oiseaux. Cette indépendance lui permet de couvrir de vastes territoires, ce qui est essentiel dans un environnement où la nourriture est rare. Cependant, la flexibilité sociale du coyote est l'un de ses plus grands secrets, car il n'est pas toujours seul, et lorsque cela est nécessaire, il sait changer complètement de comportement. Aujourd'hui, ce besoin porte un nom. Chez ce couple, l'instinct de chasser ensemble prévaut, non par ambition, mais par responsabilité.
Un homme et une femme, unis par un objectif plus noble, abandonnent leur routine solitaire pour relever un défi qui mettra chacun de leurs sens à l'épreuve. L'objectif est risqué car la proie qu'ils ont choisie n'est pas un simple lapin ou un lièvre, mais un jeune cerf assez grand pour nourrir le couple pendant plusieurs jours et en même temps assez rapide et alerte pour s'échapper facilement. Les coyotes ont suivi leur piste pendant des heures, interprétant chaque empreinte et chaque virage, anticipant avec précision la direction de leur proie alors que le désert commence à se transformer. À la tombée de la nuit, le soleil se couche derrière les montagnes lointaines, teintant les rochers et les buissons épars de cuivre. La chaleur diminue, l'air s'adoucit et les ombres s'allongent, marquant le moment où les prédateurs se déplacent. Le sous-bois sec craque sous leurs pas silencieux et chaque mouvement est soigneusement calculé. Le cerf reste insensible aux regards qu'il observe à distance, tandis que les coyotes avancent patiemment, profitant de l'obscurité qui recouvre le désert. Le premier coyote s'immobilise, ses oreilles tournant comme des radars, captant le moindre bruissement. À plusieurs mètres de là, la femelle reste tout aussi vigilante, cachée parmi les pierres qui se fondent dans la couleur de sa fourrure. Aucun bruit ne rompt le silence, chaque geste est mesuré, chaque respiration retenue. Le cerf lève la tête un instant, regarde autour de lui, puis baisse à nouveau le museau. L'occasion existe, mais elle n'est pas immédiate. S'ils attaquent maintenant, l'animal s'enfuira sans leur laisser le temps, et pour réussir, ils doivent attendre, en maintenant leur concentration pendant des heures. La lumière continue de s'estomper. Le désert semble silencieux, interrompu seulement par le murmure du vent et le bourdonnement lointain d'un insecte nocturne. Les coyotes profitent de l'obscurité. Ils ne font que quelques pas, juste assez pour ajuster leur position. Le cerf décrit un large arc de cercle, cherchant à flanquer le cerf et à fermer toute route vers la sécurité des broussailles plus denses. La femelle reste en alerte, prête à forcer la fuite dans la bonne direction. Il n'y a ni ordre, ni son. Seuls des regards et des postures éloquents. C'est ainsi que les coyotes opèrent, avec une coordination qui semble apprise, mais qui relève de la pure intuition. L'attente s'éternise. Le cerf avance lentement, avec assurance, mâchant de tendres pouces. La tension monte de minute en minute. Si la proie s'éloigne trop, elle rate son opportunité. Si elle va trop loin, elle échoue. Et puis, quand l'angle est parfait, l'homme se tend. Le moment est arrivé. En un éclair, le silence est rompu. Le coyote mâle surgit de l'ombre d'un bond agile, soulevant un nuage de poussière. Le cerf, surpris, répond par une explosion de force. Il se retourne et court, mais la biche est déjà là, bloquant le passage vers le buisson. C'est un chaos contrôlé. Le cerf zigzague, les coyotes l'encerclent, chacun anticipant le mouvement de l'autre. Le bruit des sabots martelant le sol se mêle aux halètements et aux grognements qui traversent la nuit. La poursuite dure des secondes qui semblent une éternité. Le mâle s'avance, mord la patte arrière du cerf et la femelle profite de la confusion pour se jeter sur son cou. Le combat est bref mais brutal. Après cela, seul le silence règne, brisé par la respiration haletante des chasseurs. Le corps du cerf gît sur le sol sec. Pour les coyotes, pas le temps de se réjouir. Ils ont dépensé une énergie colossale et maintenant ils doivent partir. Le mâle saisit une patte avant, la femelle tient la patte arrière. Ils traînent la proie à travers l'ombre, évitant rochers et buissons. Ce n'est pas un chemin facile, mais leur détermination les pousse à avancer. Ils savent que chaque pas les rapproche de quelque chose de plus grand qu'eux. Ils avancent pendant de longues minutes, ne s'arrêtant que pour reprendre leur souffle. Ils atteignent enfin une formation rocheuse qui cache une discrète ouverture dans le sol. Là, la femelle lâche sa proie et émet un léger gémissement. Et voilà que survient un petit personnage maladroit qui surgit de l'obscurité. Un bébé coyote, la fourrure encore douce et les yeux brillants de faim, bondit vers eux d'un mouvement maladroit mais vif. Tout a du sens. L'effort, le risque, la patience, tout cela pour ça. Nourrir la prochaine génération,
Mais alors que les jeunes dévorent la nourriture qui assurera leur survie, une question inévitable se pose. Quels autres secrets se cachent dans la vie sociale de ce prédateur apparemment solitaire, mais capable de forger des alliances quand il en a le plus besoin? Et quel sort attend cette petite vie dans un désert qui ne pardonne pas les erreurs? Plusieurs mois se sont écoulés depuis ce jour où les parents sont revenus au terrier avec une proie trop grosse pour être une coïncidence. Le chiot, alors juste un paquet de fourrure tremblant, est maintenant un jeune coyote s'aventurant en titubant hors de son abri. Les premiers mois de sa vie le trouvèrent protégé, à l'abri du soleil brûlant et du froid nocturne, écoutant au loin les hurlements qui annonçaient les territoires et les avertissements. Mais le simple statut d'observateur touche à sa fin. Le désert n'accorde aucune prolongation, et il est temps d'apprendre à survivre. Le lien qui l'unit à ses parents transparaît dans chacun de ses gestes. Sa mère le suit de près lorsqu'il s'éloigne de quelques mètres, prête à le guider d'un regard si son instinct s'égare. L'homme, quant à lui, donne le rythme de l'enseignement. Il sera le modèle que le jeune homme devra imiter. Chaque grognement bas et chaque mouvement transmettent des instructions que le chiot commence à comprendre. Il n'y a pas de rugissement ni de démonstration de force comme ceux que l'on trouve chez les lions, mais il y a une coordination silencieuse qui fait de cette famille une unité efficace. Les journées s'écoulent avec des routines qui allient protection et entraînement. Il joue dans les buissons secs, mais chaque partie est une leçon déguisée. Lorsque le jeune saute sur la queue de sa mère, ses mouvements sont rapides et calculés, comme s'il mesurait chaque impulsion avant de se lancer. Ce n'est pas qu'un jeu. À ce moment-là, l'embuscade se répète dans le sable meuble parmi les petites pierres qui crissent sous leurs pattes. Chaque foulée, chaque tour apprend au chiot à évaluer les distances, à anticiper les mouvements et à exploiter l'environnement à son avantage. Poursuivant les insectes qui rôdent entre les sillons du désert, il n'y a aucune urgence. Il observe, attend, puis agit avec précision. Le sable se soulève en minuscules particules de poussière qui flottent dans la lumière déclinante, tandis que le jeune apprend à contenir ses impulsions, à évaluer la patience dont il aura besoin plus tard face à des proies plus grandes et plus insaisissables. Mais l'apprentissage ne se limite pas à de simples mouvements. Le mâle lui montre comment se déplacer silencieusement à travers la végétation clairsemée, comment choisir la bonne direction du vent pour que son odeur ne le trahisse pas. Il vous apprend à vous arrêter lorsque le silence change, à reconnaître le craquement d'une branche sur laquelle il ne faut pas marcher, à différencier les proies faciles de celles qui pourraient devenir dangereuses. Il ne s'agit pas de leçons rapides, ni de leçons verbales. Ce sont des journées entières d'observation, d'imitation patiente, où chaque erreur entraîne une correction immédiate. Si le chiot avance, un grognement grave l'arrête. S'il est distrait, une poussée ferme le ramène sur ses pas. Il n'y a pas de difficultés inutiles, mais il n'y a pas non plus de complaisance. Le temps est essentiel, et dans un désert où tout est permis, chaque leçon doit être assimilée sans délai. L'apprentissage ne se limite pas à une correction immédiate, c'est un processus constant, où chaque jeu est aussi un test, et chaque erreur, une opportunité d'apprentissage. Petit à petit, le chiot comprend que ce qui semble amusant a un but plus profond. Cette même logique s'applique à chaque instant de leur quotidien. Durant la journée, les parents laissent le jeune s'aventurer au-delà du terrier, sans jamais le perdre de vue. Leurs yeux attentifs suivent chacun de leurs mouvements, attentifs à toute distraction susceptible de les détourner de leur objectif. Il ne s'agit pas d'une promenade innocente, mais plutôt d'une préparation silencieuse dans laquelle le désert devient une salle de classe immense et rigoureuse. Chaque sortie est plus qu'un simple passe-temps. Le terrain sec, les pierres chaudes et les arômes portés par le vent le confrontent à une épreuve invisible. Il faut apprendre à se déplacer sans attirer l'attention, à reconnaître une piste dans le sable rougeâtre avant que le vent du désert ne l'efface, à s'arrêter quand le silence change entre les buissons épars et les rochers qui se dressent comme des sentinelles. À chaque tentative, leurs parents sont là, prêts à corriger ou à freiner une impulsion imprudente.
Alors que le soleil se couche derrière les montagnes et que la lumière du jour diminue, l'enseignement devient plus exigeant. Sous le clair de lune, se reflétant sur le sable et les rochers du désert de l'Arizona, le mâle guide les jeunes dans des voyages plus longs. Le petit apprend à reconnaître les odeurs qui délimitent son territoire, à écouter les sons des proies et des prédateurs, et à identifier quand il peut avancer ou s'arrêter en toute sécurité. La femelle renforce chaque leçon en indiquant les chemins sûrs et en corrigeant les erreurs silencieuses. Au cours de ses promenades nocturnes, le chiot pratique la furtivité et la coordination. Observez comment l'adulte se déplace pour s'approcher des traces de proie sans être détecté et apprenez à calculer les distances et les temps d'approche. Chaque décision devient une instruction pratique, lire le terrain, identifier des traces fraîches, anticiper les mouvements des autres animaux. Petit à petit, le jeune homme intériorise que dans le désert de l'Arizona, chaque action a un but. Il n'y a pas de place pour l'erreur, la connaissance du terrain, le respect des limites du territoire et la précision de ses mouvements sont les fondements de sa survie. À la fin de chaque sortie nocturne, les parents adaptent leur comportement pour renforcer ce qu'ils ont appris. La femelle laisse le petit s'approcher et se reposer à ses côtés, lui lissant délicatement la fourrure tout en le surveillant constamment. Le mâle observe en silence, attentif au moindre signal, ne corrigeant que lorsque cela est nécessaire. Il y a du soin dans chaque geste, mais aussi de la fermeté. La survie dans cet environnement exige que les leçons soient assimilées sans délai. Le chiot ne comprend pas encore complètement cette exigence, mais chaque instruction est enregistrée dans sa mémoire et à chaque mouvement, il la répète. Ainsi s'écoulent les semaines entre jeux de simulation et nuits de répétition. Le terrier n'est plus le centre de leur monde, mais un simple refuge temporaire. Très bientôt, la pratique devrait devenir réalité. Une opportunité se présente, et avec elle le test ultime pour ce jeune coyote qui jusqu'à présent n'a fait que suivre les instructions. Serez-vous prêt à chasser pour la première fois lorsque l'occasion se présentera? Plusieurs semaines se sont écoulées depuis que le jeune coyote a commencé à explorer au-delà de sa tanière. Sa fourrure, autrefois douce et courte, paraît désormais plus épaisse et plus résistante, adaptée à la rudesse du désert. Ses pattes plus longues et plus fermes révèlent la force qu'il a acquise ces derniers mois. Aujourd'hui, pour la première fois, il va relever un défi qui définira son avenir. Chasser seul, sous l'œil attentif de ceux qui l'ont mis au monde. Le mâle et la femelle ne sont pas loin. Cachés derrière un groupe de buissons et de rochers érodés par le vent, ils observent sans intervenir. Chaque muscle de leur corps reste tendu, prêt à aider si la situation devient dangereuse, mais sans aucune intention de ruiner la leçon la plus importante de toutes. Leur rôle n'est pas de guider par des actes, mais par le silence. L'indépendance du jeune dépend de ce moment. À quelques mètres de là, la proie apparaît parmi les herbes sèches, un lièvre du désert, aux longues oreilles et aux puissantes pattes arrière. Pour un coyote adulte, ce serait une proie relativement facile, capturée avec instinct et précision. Pour un coyote inexpérimenté, en revanche, cela représente un défi considérable. Les lièvres ne sont pas seulement rapides, ils sont également rusés, avec des sens finement réglés pour échapper aux chasseurs. La moindre erreur, le moindre bruissement dans le sable ou un coup de vent dans la mauvaise direction suffiront à faire disparaître le lièvre en quelques secondes. Et le jeune homme le reconnaît en restant accroupi, respirant à peine, tandis que le lièvre arrache de petites pousses et tourne la tête par intermittence pour inspecter les environs. Ses oreilles se penchent et pivotent au moindre bruit, tandis que ses moustaches effleurent le sable, percevant d'imperceptibles vibrations. Ses pattes arrière se tendent légèrement, prêtes à la propulser en avant au premier signe de danger. Chaque fois qu'il cueille une pousse d'herbe, il ajuste la direction de son corps pour profiter de la couverture des buissons dispersés et des longues ombres projetées par le clair de lune. Ses yeux scrutent le terrain,
enregistrant chaque détail qui pourrait indiquer un changement dans l'environnement ou un signe de danger qui passe inaperçu aux autres sens. Chaque mouvement du lièvre oblige le coyote à ajuster sa stratégie et à mesurer précisément ses pas. Il analyse le terrain, se souvient de ce qu'il a appris, évite d'attaquer face au vent et veille à ne pas dévoiler sa silhouette complète. Lentement, très lentement, il commence à se déplacer en diagonale, profitant de la couverture limitée des buissons épineux. Et chaque mouvement devient un test de maîtrise de soi. Au loin, un hurlement brise le silence du désert de l'Arizona. Le lièvre lève la tête et tourne les oreilles vers le son, momentanément distrait par un danger trop lointain pour être perçu. Le jeune le reconnaît et, saisissant l'instant idéal, bondit en avant. Ses pattes avant s'étendent et il parvient à accrocher le dos de la proie, qui se tord pour tenter de se libérer. Mais le coyote s'accroche, guidé par son instinct et les répétitions précédentes avec ses parents. Finalement, une morsure ferme au cou assure la capture. La tension se dissipe et le désert retrouve le silence, la lune illuminant le sable et les ombres des buissons témoignant silencieusement du succès de l'apprenti. Le lièvre dans la gueule, le jeune homme amorce son retour. Il marche droit, au petit trot, fatigué mais fier. Au loin, le mâle fait quelques pas en avant, reniflant la proie comme pour confirmer la légitimité de l'exploit. Le jeune laisse tomber sa proie par terre et s'assoit devant ses parents. Personne ne le félicite par des sons, car dans la nature, il n'y a pas de mots, seulement des gestes. Le mâle s'allonge à côté d'elle tandis que la femelle inspecte la proie. Dans le désert, chaque acte de chasse est plus qu'une simple quête de nourriture. C'est un transfert de savoir, une garantie de survie. Ce qui s'est passé aujourd'hui assure non seulement la vie de ce coyote, mais aussi la continuité d'une lignée qui a appris à s'adapter au fil des générations. Mais tandis que ces chasseurs perfectionnent leur art et célèbrent en silence la première victoire du jeune homme, qu'arrive-t-il aux autres habitants du désert qui ne chassent pas, qui attendent patiemment que la mort travaille pour eux et que le soleil transforme la viande en festin en quelques heures? Le ciel commence à s'ouvrir sur une faible bande de lumière derrière les montagnes. L'obscurité recule et le froid se dissipe peu à peu, remplacé par des courants chauds qui s'élèvent du sol pierreux. Au sommet d'un affleurement rocheux, des corps immobiles et sombres se détachent sur le gris de l'aube. Ce sont des vautours noirs, les ailes repliées et le regard fixe, attendant plus que le jour. Ils attendent suffisamment de chaleur pour voler sans effort, pour laisser l'air faire le travail et les emporter loin à la recherche de la seule chose qui les nourrit, la mort. Lorsque le soleil se lève enfin et que les premières ondulations thermiques traversent le désert, les vautours déploient leurs énormes ailes et sautent dans le vide. Ils planent sans un battement d'ailes, profitant de l'air ascendant. Vus d'en bas, ils ressemblent à des comètes noires tournant au-dessus d'un océan de cactus saguaro et de collines arides. Ils grimpent, tournent en rond et avancent, attentifs aux moindres signes. L'éclair d'une aile qui se replie, le changement soudain de trajectoire d'un autre vautour. Dans le vaste désert de l'Arizona, la compétition n'oppose pas lion ou hyène. Ici, le duel est silencieux et se déroule dans les airs. Le vautour noir n'a pas l'odorat très développé de son proche parent, la buse, capable de détecter l'odeur de décomposition à des kilomètres à la ronde. C'est pourquoi il la suit et l'observe. Il sait que si une aura commence à descendre, de la viande l'attend en bas. Et c'est ce qui se passe. L'un d'eux, plus petit et à la tête rougeâtre, brise sa spirale et s'écrase au sol. Le noir le voit, se penche, le suit et d'autres le rejoignent dans sa chute. La carcasse est modeste, un lièvre qui a échappé à un coyote pendant la nuit. Mais rien n'est perdu. Le premier homme noir arrive, se tenant droit, les ailes déployées, comme pour imposer son autorité. Les autres avancent à petits pas, le cou nu, tendu vers l'avant. La dispute est brève, juste des bousculades et des coups de bec, jusqu'à ce que chacun trouve un endroit pour mordre. Ce qu'ils ingèrent dans leur bec peut sembler une petite récompense, mais c'est en réalité la clé de leur survie. La carcasse de la proie a encore sa chair intacte, témoignage d'une chasse récente, mais sous le soleil du désert de l'Arizona, elle pourrira bientôt et deviendra une menace pour tout autre animal. C'est là qu'entre en jeu l'une des armes les plus impressionnantes de ces oiseaux. Leur estomac,
véritable laboratoire chimique qui détruit des bactéries et des virus mortels capables d'anéantir presque n'importe quelle autre créature. Cet acide transforme ce qui serait autrement du poison en nourriture, préservant ainsi la propreté de l'écosystème et l'empêchant de s'infecter. À mesure que la chaleur s'intensifie, le corps se décompose rapidement et la puanteur devient insupportable. Pourtant, les vautours non seulement la tolèrent, mais sont conçus pour y faire face. Leur tête nue empêche les débris et les fluides d'adhérer à leurs plumes, réduisant ainsi le risque d'infection même lorsque le soleil transforme la charogne en un foyer de putréfaction accélérée. Et une fois satisfaites, ces mêmes conditions extrêmes deviennent des alliés. Les vautours déploient leurs ailes et se laissent baigner par le soleil. Ce geste n'est pas un simple repos, car le soleil assèche l'humidité et agit comme un désinfectant naturel, renforçant l'hygiène que leur biologie garantit déjà. Et il y a un autre détail, peut-être le plus étrange de tous, mais tout aussi utile. Ils urinent parfois sur leurs pattes. Cela les aide à réguler leur température en cas de chaleur extrême et, par la même occasion, à éliminer les bactéries accumulées sur leur peau. Chaque adaptation, de la forme de sa tête à cette habitude particulière, répond à la même loi. Survivre là où la charogne se décompose à une vitesse brutale. Mais leur nourriture ne provient pas uniquement des chasseurs du désert. Il existe une autre source, inattendue et constante, qui leur offre des corps sans défense en abondance. Ce sont les routes. L'Arizona est sillonnée d'autoroutes qui sillonnent l'habitat en lignes infinies et avec elles arrivent des proies faciles. Lièvres, moufettes et même de petits cerfs finissent en charogne au bord de l'asphalte. Les vautours le savent et ont appris à suivre ces rayures noires qui rayonnent de chaleur, profitant non seulement de la nourriture, mais aussi des courants thermiques qui s'élèvent au-dessus du trottoir. C'est une ressource abondante, mais dangereuse. Les voitures n'attendent pas et chaque année, des vautours perdent leur vie pour s'être nourris trop près de la circulation. Pourtant, la récompense dépasse le coût et le désert moderne leur offre une opportunité que leurs ancêtres n'ont jamais connue. Le vautour noir, silencieux et patient, remplit parfaitement son rôle de nettoyeur. Sans lui, la chaleur et les bactéries auraient transformé cet endroit en foyer de maladie. C'est la preuve évidente que dans le désert chaud de l'Arizona, rien ne reste immobile, rien ne s'arrête. Mais tandis que les grands charognards balayent le ciel et transforment la pourriture en propreté, qui domine la bataille finale dans l'arène, où des centaines de minuscules mâchoires déchirent ce qui reste en poussière. Du ciel infini à la terre brûlante, la vie se réinvente à l'échelle minuscule. Entre les pierres, là où le soleil tape avec une intensité implacable, existe un monde qui ne s'arrête jamais. C'est un monde gouverné par des êtres qui, bien que ne mesurant que quelques millimètres, ont perfectionné l'art de survivre dans l'un des climats les plus extrêmes de la planète. Les fourmis du désert de l'Arizona ne connaissent pas l'ombre. Contrairement à leurs cousines de la jungle et de la forêt, elles n'ont ni toit vert pour se protéger du soleil, ni abris humides où se reposer. Dans le désert, chaque centimètre de sable peut dépasser des températures qui feraient y fondre n'importe quel insecte commun. Cependant, ces travailleurs de la chaleur ont développé un répertoire d'adaptations ingénieuses qui font d'eux des maîtres du désert. Leurs pattes sont longues, presque disproportionnées par rapport à leur corps minuscule. Cette conception n'est pas fortuite. Elle leur permet de protéger la majeure partie de leur anatomie de la chaleur du sol qui, au moment critique, peut dépasser les 10 degrés. De plus, ils limitent leur activité à des fenêtres horaires très spécifiques, évitant le milieu de la journée et voyageant lorsque le soleil n'a pas encore atteint son intensité maximale. Et lorsqu'ils ne peuvent échapper à la chaleur, ils ont recours à une autre stratégie maîtresse, naviguer en fonction de la position du soleil et mémoriser des itinéraires courts pour réduire le temps d'exposition. À première vue, la scène semble banale, mais en y regardant de plus près, on comprend l'ampleur de l'effort. D'interminables colonnes de fourmis transportent des restes d'insectes, des graines et même des fragments qui semblent impossibles à transporter compte tenu de leur taille. Chaque pas est une épreuve. Chaque voyage, une course contre la déshydratation et l'effondrement thermique. Mais la question suivante se pose. Comment parviennent-ils à marcher sur du sable qui ressemble à du feu réel, capable de carboniser n'importe quel autre insecte en quelques secondes?
Le secret n'est pas d'éviter le contact, mais de le contrôler. Leurs pattes sont dotées de minuscules coussinets durcis et chaque mouvement devient une chorégraphie précise où aucun pied ne reste longtemps au sol. C'est une danse frénétique en miniature, où la précision de chaque pas marque la frontière entre la vie et la mort. Cependant, dans cet univers, la menace ne vient pas toujours de la chaleur. Parfois, le plus grand danger se cache sous vos pieds, caché, attendant avec une patience mortelle. Une ouvrière avance en portant un fragment d'insecte séché, ignorant que la ligne droite qu'elle a choisie comme chemin la mène droit dans un piège mortel. À première vue, le sol paraît uniforme. Mais là, au milieu du sable, se cache l'architecture sinistre d'un prédateur. Un cratère parfait en forme d'entonnoir dont les parois s'effondrent au moindre mouvement. Au fond, enfoui sous les grains de sable, le fourmilion attend. Le poids supplémentaire ralentit l'abeille ouvrière. Lorsque ses pattes touchent le bord de l'entonnoir, le sable cède. Elle tente de reculer, mais chaque mouvement l'enfonce davantage. C'est alors que le chaos commence. Depuis le bas, le prédateur lance des grains de sable avec ses mâchoires, déstabilisant le sol pour accélérer sa chute. Le ver ouvrier se débat, s'accrochant à sa proie comme si tout dépendait de lui. Mais ses efforts sont vains. Finalement, il glisse vers le fond où deux mandibules courbées l'agrippent sans pitié. Le fragment tombe sur le côté. En quelques secondes, la surface redevient immobile, comme si de rien n'était. Un crime parfait, en plein désert. Mais tous n'ont pas cette chance. À quelques mètres de là, d'autres colonnes poursuivent leur marche inlassable, transportant leur butin vers le cœur de la fourmilière. L'entrée, à peine un trou dans le sable, est une ruche d'activité. Des dizaines d'ouvriers entrent et sortent en un flux constant, chacun avec un objectif clair. Ce qui à première vue apparaît comme un chaos est en réalité un mécanisme précis, une machine vivante au service d'un objectif commun. Assurer la nourriture des larves et garantir la continuité de la colonie. Car dans le désert, toutes les stratégies, toutes les vies convergent vers le même but, laisser une descendance. Achoteuse. Ces petits voyageurs ne connaissent pas le repos. À chaque chargement, à chaque voyage, s'écrit l'histoire de la survie collective. Parfois, cette histoire s'interrompt dans la gueule d'un prédateur caché. D'autres fois, elle s'achève dans la chambre la plus profonde du nid où les larves se nourrissent pour former la génération suivante. Le désert ne s'arrête jamais. Et tandis que ces minuscules architectes consolident leur empire sous le sable, une autre ombre plane à la surface. Ce n'est pas le vol majestueux d'un vautour ni le pas furtif d'un puma. C'est un petit chasseur agile qui avance, les oreilles dressées et le nez en alerte. Le soleil brûlant le sable et chaque ombre lui offrant un refuge fugace, il s'approche d'une proie qui semble invincible. Qui peut se déplacer si furtivement et si rapidement sous le regard implacable du désert? L'aube dans le désert de l'Arizona offre un bref moment de répit. La nuit recule et la lumière commence à réchauffer lentement le sable, mais la chaleur n'a pas encore pris le dessus. Dans cet espace intermédiaire émerge le renard nain, petit, léger, aux oreilles disproportionnées et au regard alerte. Il a passé la nuit l'estomac vide et a besoin de nourriture avant que le soleil ne devienne implacable. Chaque décision que vous prenez au cours de ces premières heures peut faire la différence entre avoir suffisamment d'énergie pour affronter la journée ou un épuisement qui vous rend vulnérable. Il avance sous l'ombre légère d'un buisson de créosote lorsqu'il remarque un mouvement sur le sol. Ses yeux sont fixés sur une silhouette compacte à la carapace brillante, un scorpion d'écorce. De loin, cela ressemble à une proie facile, à peine une bouchée, et le renard s'approche avec la confiance de quelqu'un qui croit avoir trouvé une solution immédiate à son besoin. Mais la scène change instantanément. Le scorpion se tourne rapidement vers l'intrus et lève son dard en l'air, prêt à frapper. Ses griffes s'ouvrent, son corps vibre, et ce qui semblait être une victime passive se révèle être un adversaire capable d'infliger une blessure douloureuse, voire invalidante. Le renard se tend, fait un pas, recule, tente de l'encercler, calcule un angle d'attaque, mais chaque tentative est répondue par la ferme menace de la piqûre. Il sait qu'une erreur à ce stade pourrait lui coûter la journée entière. Une piqûre entraînerait douleur, perte de mobilité et peut-être incapacité à poursuivre la chasse. L'énergie déjà rare ne peut être gaspillée dans une lutte aussi risquée. Alors, après plusieurs hésitations,
il abandonne. Le retrait n'est pas un échec, mais un geste d'intelligence écologique. Il a permis de conserver des forces pour une opportunité plus sûre, et il ne tarde pas à apparaître. Tandis qu'il avance à petits pas attentifs, ses oreilles tournent comme un radar. Il perçoit un léger bruit, le grattement de petites pattes sur le sable. Dans une clairière voisine, à l'ombre d'un buisson de créosote, un petit mammifère apparaît. C'est un rat kangourou de Mériam, rapide, agile, prêt à s'échapper par de longs bonds en zigzag. Ce n'est pas dangereux, mais sa capture requiert de l'habileté. Il ne s'agit pas d'affronter une piqûre venimeuse, mais plutôt d'anticiper la fuite d'un animal capable de disparaître en un clin d'œil. Le renard abaisse encore plus sa silhouette, gardant le vent dans son visage pour que son odeur ne le trahisse pas. Il s'arrête, écoute, fait quelques pas en avant, puis se fige à nouveau. Chaque pause est un calcul, chaque mouvement vise à combler l'écart sans éveiller les soupçons. Le rat kangourou continue de s'affairer à la recherche de graines, inconscient de la menace qui approche. Mais lorsqu'il lève la tête, il perçoit un bruit minime, un éclair de mouvement. Le corps se tend et en un instant, il saute d'un côté, puis de l'autre, zigzagant avec des sauts qui dépassent la longueur de son propre corps. C'est un moment de pure tension. Le renard ne la poursuit pas aveuglément. Il anticipe sa trajectoire, fermant l'angle vers le buisson qui lui aurait offert un abri. D'une dernière poussée, il exécute un saut précis, un bond caractéristique. Son corps se courbe dans les airs et il atterrit sur le rat avec suffisamment de force pour l'immobiliser. Une brève morsure au cou suffit à le capturer. Le rongeur est pris dans ses mâchoires. Le combat est terminé. Le renard s'arrête un instant pour décider. La zone est dégagée, sans aucun signe de charognard ni de grand prédateur. Vous pouvez vous nourrir au même endroit sans risque immédiat. Il commence rapidement à déchirer les parties les plus nutritives et les plus humides, celles qui lui fourniront à la fois de l'énergie et de l'eau. S'il y avait des jeunes dans le terrier, ou s'il avait détecté un danger à proximité, il aurait transporté la proie dans ses mâchoires et l'aurait transportée dans une tanière sûre. Mais aujourd'hui, la nécessité de reprendre des forces ici et maintenant l'emporte sur la prudence d'épargner. L'estomac maintenant reposé, le renard essuie ses mâchoires sur le sable et se dirige vers l'ombre d'un saguaro voisin. Le matin avance, la température monte, et bientôt, le désert sera un four ouvert. Pour survivre, vous devrez alterner activité et repos, conserver vos liquides et trouver le bon équilibre entre dépenses et gains. C'est la logique qui dicte chaque mouvement dans cet endroit. L'air du petit matin se durcit à mesure que le soleil se lève, et ce qui était autrefois une brise fraîche commence à se transformer en chaleur. Le renard nain a remporté une petite victoire lors de sa précédente capture, mais le désert n'accorde jamais de longs répits. Chaque jour apporte son lot de risques et d'opportunités, et dans ce cas précis, ce qui se présente à lui n'est pas une proie facile, ni un insecte insoupçonné, mais un adversaire qui représente une menace bien différente. Un serpent repose sur le gravier léger, son corps enroulé et sa tête haute. La cloche vibre avec un son métallique qui perce l'air. Un avertissement sans équivoque. Le renard s'arrête aussitôt, alerte. Ses oreilles sont pressées vers l'avant, son corps bat. Ce qui semblait autrefois être une rencontre fortuite se transforme en un test de réflexe et de stratégie. Pendant un instant, tout semble jouer en faveur du reptile. Le désert favorise ceux qui savent attendre et rester immobiles. Le renard, agité, tourne en rond, n'osant pas faire un faux pas. Le serpent suit chacun de ses mouvements de la tête, prêt à lancer une attaque dévastatrice. La tension monte de seconde en seconde. Tout porte à croire que le petit carnivore pourrait bien finir victime, mais l'agilité du renard est sa plus grande arme. Ses pattes rapides lui permettent de feinter une attaque et de battre en retraite avant que le reptile n'ait terminé sa charge. Il répète la manœuvre encore et encore, harcelant le serpent, épuisant sa patience. Dans un moment d'inattention, le reptile s'expose par un mouvement trop long. Le renard en profite alors. Il bondit latéralement, esquive la morsure et attrape le reptile derrière la tête d'une morsure ferme. Après une brève lutte, le serpent est immobilisé. Le renard a transformé son désavantage apparent en victoire. Cette victoire est non seulement une source de réconfort, mais elle réaffirme également la logique de survie du désert, où la victoire ne repose pas toujours sur la force brute, mais plutôt sur la ruse et la capacité à décrypter l'adversaire.
Le renard, qui quelques heures plus tôt avait cédé au scorpion pour économiser son énergie, reçoit maintenant une récompense beaucoup plus substantielle. Le serpent, dangereux pour beaucoup, devient une riche source de viande et d'eau pour lui et certainement pour son peuple. Sous terre, dans un terrier creusé dans un sol meuble, les jeunes attendent. La femelle reste avec eux, entièrement dévouée à leurs soins. Chaque instant est consacré à les protéger des prédateurs et de la chaleur torride, condition que le désert impose sans compromis. La période de gestation a été courte, seulement 7 semaines, un temps court qui répond au besoin de multiplier les opportunités dans un environnement hostile. Dès le début, la survie dépend de la précision de chaque mouvement et de chaque attention de la mère. Les oursons naissent aveugles, fragiles et incapables de se débrouiller seuls. Durant leurs premiers mois, ils restent cachés et protégés, tandis que leur mère veille à ce que chacun reçoive chaleur et nourriture. À mesure qu'ils grandissent et que leur sens s'aiguise, le monde extérieur cesse d'être une menace immédiate et commence à devenir un terrain d'apprentissage. Ce n'est qu'à partir de 4 mois qu'ils commenceront à sortir et à pratiquer leur première chasse, accompagnés d'adultes qui les guideront et les corrigeront. Chaque exploration, chaque jeu, devient une leçon qui prépare les jeunes renards à affronter seuls la nature sauvage. Dans ce processus, le rôle du mâle est crucial. Tandis que la femelle s'occupe de la portée, il apporte de la nourriture à la tanière, veillant ainsi à ce que les petits ne manquent jamais de nutrition ni de force. Cet effort n'est pas isolé, car il fait partie d'une stratégie partagée qui garantit que la litière survit aux rigueurs du désert. Les renards nains forment généralement des couples qui restent ensemble, au moins pendant la saison de reproduction. Leurs liens ne durent pas toujours toute la vie, mais ils coopèrent aussi longtemps que leur progéniture en a besoin. La survie des petits dépend non seulement de la vigilance et de la persévérance de leurs parents, mais aussi de la façon dont chaque renard adapte son comportement à la nature qui l'entoure. La vie de ce renard est un condensé d'adaptation à un environnement extrême. Ses oreilles surdimensionnées lui permettent non seulement de détecter les moindres mouvements sous le sable, mais aussi de dissiper l'excès de chaleur, et sa fourrure claire, épaisse à la base, le protège du soleil et des nuits froides. Son comportement est calibré à l'extrême. Il chasse pendant les heures les plus fraîches de la journée, se repose pendant la journée dans des tunnels profonds et extrait l'eau de sa nourriture au lieu de la chercher dans des mares rares et exposées. Chaque aspect de leur biologie répond au même principe, survivre dans un monde où la marge d'erreur est minime. Cependant, cette petite créature n'est pas à l'abri des menaces. Les hiboux, les coyotes et les faucons la considèrent tous comme une proie potentielle. Chaque sortie à la recherche de nourriture comporte des risques. Chaque mouvement expose votre piste à des prédateurs plus gros. Sa vie est soutenue par un équilibre délicat entre ruse et vulnérabilité. Le renard nain a prouvé qu'il pouvait déjouer un scorpion, maîtriser un rongeur et sortir victorieux d'un serpent. Mais dans le désert, chaque victoire ouvre la porte à un défi plus grand. Et là se pose inévitablement la question. Si même ce chasseur rusé est confronté à un danger constant, que se passe-t-il lorsque le véritable protagoniste est un serpent capable d'imposer sa domination sur tout ce qui habite ses sables? Le souvenir de sa dernière victoire l'accompagne, comme si la faim avait enfin été apprivoisée. Mais l'Arizona ne concède jamais de victoire durable, et dans le calme du sable se cache un rival qui ne chasse pas avec hâte ou poursuite, mais avec la patience séculaire de celui qui maîtrise l'art d'attendre. Parmi les rochers, presque invisibles à l'œil non averti, se cache le crotal diamantin de l'Ouest. Son corps se fond dans les tons ocre du sol, sa silhouette ondulant lentement, à peine perceptible. Il n'a pas besoin de beaucoup bouger. La chaleur maintient son métabolisme en alerte et ses sens sont affinés pour détecter la moindre vibration. Le renard ne le sait pas, mais chaque pas qu'il fait le trahit déjà. Le contraste est saisissant. Le renard représente la motivation, la curiosité et la rapidité de celui qui fait confiance à ses réflexes. Le serpent est tout le contraire. Un corps immobile, des yeux fixes, un venin capable de vaincre un animal bien plus gros que lui. Dans le désert, tous deux partagent un territoire et, tôt ou tard, leurs chemins sont voués à se croiser. Le renard, guidé par son odorat, s'approche. Ses oreilles frémissent nerveusement lorsqu'il perçoit un faible bruit, un craquement métallique qui transperce l'air sec. C'est le hochet, un avertissement ancien.
Mais la faim prend le dessus sur la prudence, et la confiance qui la soutient le pousse à s'approcher encore plus près. L'animal bondit de côté, rapide et sûr, cherchant à surprendre. Le serpent répond immédiatement avec violence. La première attaque rate. Le croc effleure à peine l'air et le renard parvient à l'esquiver d'un mouvement agile. L'espace d'un instant, il semble que la victoire lui revienne. Il avance et recule, tâtonnant, essayant de trouver un angle où sa mâchoire peut fermer le duel. Mais le serpent n'a pas besoin d'insister. Il reste immobile, sa langue fourchue, recueillant des particules odorantes, attendant la prochaine erreur. Le renard confiant passe à l'acte. D'un bond mal calculé, le reptile porte le coup fatal. Ses crocs s'enfoncent dans la patte du renard et le venin commence son inexorable voyage. Le renard se débat, recule en titubant. Il tente encore de s'échapper, reculant maladroitement, mais son corps commence à céder. La toxine le paralyse, le ralentit et l'épuise. L'animal qui dominait autrefois son territoire devient désormais la proie du désert lui-même. Ses mouvements deviennent erratiques jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le silence est absolu. Le serpent, habité d'un calme inquiétant, avance sur ce qui lui appartient déjà. Il n'a pas besoin de se presser, le venin fera son œuvre et la force vitale du renard deviendra sienne. Après cette victoire, il ne célèbre pas, il ne montre pas de fierté. Il continue simplement, comme il le fait depuis des millions d'années, à être une partie essentielle de ce vaste et dangereux écosystème. Mais en Arizona, même les plus meurtriers ne règnent pas éternellement. Ici, le véritable pouvoir ne se cache pas toujours dans le sable ou dans des crocs venimeux. Parfois, elle vient d'en haut, transformant la terre elle-même. Quand de sombres nuages s'élèvent à l'horizon et que le ciel s'ouvre en rugissant, quel sort attend ceux qui semblaient invincibles? La journée s'écoule avec sa monotonie brûlante habituelle. Le soleil implacable domine le sable et les rochers, tandis que la vie se fraye un chemin à travers les ombres clairsemées et les mouvements mesurés. Les colibris cherchent du nectar dans les fleurs solitaires, les coyotes patrouillent silencieusement dans les plaines, les insectes s'accrochent à la terre chaude. Tout se déroule comme si souvent, dans cette routine d'endurance qui façonne chaque créature. Mais quelque chose change. Un voile sombre apparaît à l'horizon, contrastant avec le ciel bleu. Le vent, jusque-là immobile, commence à murmurer étrangement. L'air s'épaissit et le calme de midi laisse place à une attente silencieuse. Les oiseaux le remarquent en premier, s'envolant vers les canyons et les falaises, à la recherche d'un abri en hauteur. Les coyotes fuient vers des terriers, les renards se cachent dans leurs tanières, tandis que les insectes, les scorpions et les araignées se précipitent pour s'enfouir sous le sable. L'inattendu se produit. Le ciel s'ouvre et l'eau tombe. Le désert, si habitué à la soif, reçoit la visite de la pluie. Ce phénomène rare mais capital est la mousson du sud-ouest. Elle ne se produit que quelques semaines par an, entre juin et septembre, lorsque les vents du Pacifique et du golfe du Mexique apportent de l'humidité à ces terres arides. Pendant des mois, l'air était stérile et les nuages étaient incapables de se former. Mais en ce bref laps de temps, l'équilibre s'est inversé et l'impossible est devenu réalité. La pluie, absente presque toute l'année, éclate violemment et transforme le paysage. L'eau s'abat furieusement sur le désert aride. La terre, durcie par des semaines sans pluie, ne parvient pas à l'absorber immédiatement. Et des ruisseaux soudains surgissent, emportant tout sur leur passage. Les terriers sont inondés et les ravins se transforment en rivières improvisées, changeant le paysage en quelques minutes. Tout le monde ne parvient pas à échapper à la force du courant. Petits rongeurs et lézards sont emportés, victimes d'un élément qu'ils rencontrent rarement au quotidien. La tragédie pour certains devient une opportunité pour d'autres, et le cycle de la vie dans le désert continue son rythme implacable. Au milieu de la terre humide, les crapauds du désert émergent de leur long sommeil souterrain. Des mois d'attente culminent en quelques instants d'activité frénétique. Chaque mare éphémère devient le théâtre d'une vie accélérée, champs emplissant l'air, accouplements, pontes. Les têtards n'auront que quelques jours pour se développer avant que le soleil n'évapore à nouveau l'eau. Mais dans cette précipitation, la continuité de l'espèce est assurée. Pendant ce temps, la végétation réagit tout aussi rapidement. Les plantes, presque mortes, absorbent avidement chaque goutte.
Tiges et feuilles émergent de la terre craquelée et en quelques jours, un tapis de verdure et de fleurs recouvre ce qui semblait autrefois un désert aride. Ce réveil du désert a des répercussions immédiates sur toute la chaîne alimentaire. Lièvres et cerfs y trouvent un festin inattendu et, dans leur sillage, les prédateurs détectent de nouvelles opportunités de chasse. Chaque pluie transforme le paysage et réorganise l'écosystème, nous rappelant que même dans un environnement hostile, la vie s'adapte et prospère avec précision et rapidité. Le désert tout entier réagit comme s'il avait été conçu pour cet instant. Il ne s'agit pas d'une anomalie, mais d'une impulsion vitale. L'aridité n'est pas un déni de vie, c'est une préparation à cette explosion soudaine. Ici, les organismes ont non seulement appris à résister à la sécheresse, mais aussi à profiter de chaque instant d'abondance. L'eau est rare, et lorsqu'elle arrive, elle est de courte durée. C'est pourquoi chaque espèce a construit sa stratégie autour de l'éphémère. Cependant, une question inévitable se pose. Lorsque les pluies se dissipent et que le ciel s'éclaircit, le désert semble renaître, mais cette renaissance ne dure pas éternellement. Que se passera-t-il ensuite dans les jours et les semaines qui suivent lorsque la terre s'asséchera à nouveau et que les animaux devront s'adapter à cette abondance qui s'amenuise rapidement? L'eau s'est maintenant retirée et avec elle l'écho de ce bref miracle. Le désert, quelques jours après la mousson, semble avoir changé. L'air s'assèche rapidement et la chaleur rend à la terre son implacable dureté. Les flaques, autrefois refuge, ne sont plus que des taches de terre qui craquent au soleil. Là où la vie était autrefois présente, seules subsistent les traces de son passage. Des croûtes blanches de sel, un sol craquelé et un silence pesant comme un avertissement. L'abondance, paradoxalement, commence à se transformer en pénurie. Les insectes, se multipliant à outrance, émergent de chaque crevasse et de chaque buisson. Coléoptères, grillons et criquets peuplent les dunes, mais cette marée de printemps engendre aussi de la concurrence. Ce qui semblait être une promesse de nourriture inépuisable se transforme rapidement en champ de bataille où beaucoup tombent avant de se reproduire. Et au milieu de ce chaos, des prédateurs de taille moyenne trouvent leur chance. Coyotes, renards, oiseaux nocturnes, tous sont à l'affût, profitant du fait que la terre vibre encore de la récente explosion de vie. Dans ce décor, lorsque la nuit s'installe, un spectacle encore plus déconcertant surgit. Du sable humide et de leurs terriers cachés, des centaines de milliers de tarentules émergent simultanément. Ce ne sont pas des chasseurs sans but, ils sont mus par une urgence qui ne souffre aucun délai. Les mâles abandonnent leur sécurité souterraine et se précipitent à la surface, où ils entament de longues pérégrinations à la recherche de femelles. Lors de ces nuits post-mousson, le désert de l'Arizona se transforme en une tapisserie vivante d'arachnides se déplaçant lentement et résolument, une marche qui se répète année après année. Bien que chaque mâle soit confronté à un voyage périlleux, il doit se nourrir avant de chercher une partenaire. L'humidité résiduelle du sable favorise des embuscades rapides et précises. Une tarentule s'enfouit à moitié sous un manteau de sable meuble, laissant à peine apparaître le bout de ses pattes. La vibration d'un grillon imprudent la trahit et en quelques secondes, ses pattes émergent comme un piège obscur. L'insecte parvient à peine à émettre un cri avant d'être immobilisé par ses crocs venimeux. La chasse n'est pas frénétique mais patiente, comme tout dans le désert. La tarentule attend, mesure et attaque seulement lorsque la victoire est certaine. Mais la chasse n'est qu'un prélude. Le véritable défi commence lorsque les mâles entament leur périple vers les femelles. Au cours de ces périples, beaucoup meurent d'épuisement et d'autres tombent entre les griffes de prédateurs nocturnes. Ceux qui atteignent un terrier vivent un moment décisif. À l'entrée, le mâle s'arrête et commence à taper du pied sur le sol. Ce tambourinage, imperceptible de loin mais crucial pour leur espèce, est un message qui perce le sable. Je ne suis pas une proie, je suis un prétendant. Si la femelle accepte, le contact devient un rituel, avec des mouvements prudents et de légers effleurements de pattes, une chorégraphie silencieuse qui culmine avec l'accouplement. Mais la décision finale lui appartient. Tous les mâles ne sont pas admis. La femelle mesure la force du tambourinage, la précision du contact et la vitalité de celui qui persiste à la courtiser. Seul celui qui résiste est capable de transmettre ses gènes. Après l'accouplement,
Elle concentrera toute cette énergie sur sa progéniture. Elle pondra des dizaines, voire des centaines d'œufs qui écloseront en quelques jours avant que l'humidité de la mousson ne disparaisse sous le soleil ardent. La continuité de l'espèce est en jeu dans cette course contre la montre. Pour l'homme, le sort est rarement réjouissant. Épuisé, affaibli et sans réserve, il meurt souvent peu après avoir accompli sa mission. Parfois, il devient la proie de la même femelle qui l'a fécondé, dans un cannibalisme qui assure des nutriments supplémentaires à la future progéniture. D'autres fois, ils sont victimes du froid nocturne ou de prédateurs qui guettent ces déplacements massifs. Le sacrifice de milliers de mâles entretient le cycle, et leur mort devient le prix à payer pour sa perpétuation. Le désert est ainsi rempli de paradoxes. L'abondance éphémère de la mousson multiplie la vie, mais elle multiplie aussi la mort. Le sable, encore humide dans certains coins, retient les corps sans vie des mâles tombés, tandis que les femelles fécondées se préparent à donner naissance à une nouvelle génération sous terre. La vie continue, même si pour beaucoup la fin survient au moment même où ils ont accompli leur unique destinée. Dans ces nuits contrastées où le silence n'est interrompu que par le bruissement des pattes et le chant des insectes, le désert révèle l'une de ses facettes les plus mystérieuses, la reproduction comme chemin inévitable vers la mort. Cependant, ce drame ne se déroule pas isolément. Un autre protagoniste l'attend, celui qui trouve dans l'abondance des insectes un festin sans pareil et qui profite du ciel pour dominer le désert nocturne. Qui est ce chasseur invisible qui surgit lorsque l'air se remplit d'ailes et de bourdonnements, transformant l'obscurité en un territoire qui lui est propre? Le désert semble endormi sous la lune, mais dans ses profondeurs, caché dans les grottes et les tunnels qui percent les canyons de l'Arizona, une autre vie commence. Ce territoire n'est pas toujours brûlant. Là où la roche retient l'humidité et où la température reste stable, prospèrent de vastes colonies de chauves-souris, l'un des groupes les plus diversifiés et énigmatiques de l'État. Plus de 20 espèces différentes cohabitent en Arizona. Certaines trouvent refuge dans les grottes froides des montagnes où elles peuvent hiberner pendant les mois de moindre activité. Celles de Kartchner, cavernes, abris qui offrent chaleur et humidité pour élever leurs petits à un rythme accéléré. Le contraste est saisissant. Si certaines espèces dépendent du froid pour minimiser leur métabolisme, d'autres trouvent dans la chaleur la clé de leur multiplication. C'est une mosaïque de stratégies qui leur permet de prospérer dans un environnement où la survie exige de la flexibilité. Lorsque la nuit tombe, la routine prend la forme d'un rituel qui fascine les naturalistes depuis des générations. Des plus profondes crevasses, les chauves-souris à queue libre émergent en masse. Des centaines de milliers d'individus s'envolent simultanément, formant une rivière sombre qui ondule à travers le désert et masque momentanément les étoiles. Cette rivière ne se disperse pas immédiatement. Les bandes s'entrelacent et tourbillonnent en tourbillons qui s'élargissent, jusqu'à transformer l'horizon en un nuage vivant. Une colonie de taille moyenne, organisée dans ce chaos apparent, est capable de dévorer des tonnes d'insectes en une seule nuit. Chaque capture, répétée des millions de fois, devient un acte silencieux qui régule les parasites, équilibre les populations de moustiques et de mites et soutient le cycle des plantes et des animaux qui dépendent de ces petits invertébrés. Et toutes ne jouent pas le même rôle. Plus discrètes, mais tout aussi essentielles, d'autres chauves-souris sillonnent les airs à la recherche de fleurs qui s'épanouissent dans l'ombre. Le Coronicteris mexicana se nourrit du nectar des cactus et des agaves, et à chaque vol il disperse du pollen qui assure la continuité des espèces emblématiques du désert. Du point de vue de la plante, ce visiteur nocturne est irremplaçable. Ses fleurs ont évolué pour se déployer dans la pénombre, lorsque la chaleur s'atténue et que les chauves-souris s'aventurent à la recherche de nourriture. Il n'y a ici aucune chance, mais un pacte tacite. L'animal reçoit de l'énergie et la plante veille à ce que sa progéniture voyage au-delà de son propre territoire aride. Sans ces pollinisateurs, cactus et agaves seraient condamnés à un isolement stérile. Et dans cette relation, une vérité plus profonde se révèle. La vie dans le désert repose sur des liens invisibles, et dans les colonies de chauves-souris, cette même logique se répète de manière surprenante. En période de pénurie, lorsque les pluies sont faibles et que les insectes diminuent,
des comportements émergent qui révèlent la complexité sociale de ces créatures. Chez des espèces comme les chauves-souris du genre Myotis, la capacité de partager la nourriture avec leurs congénères a été observée. Une femelle ayant réussi à se nourrir régurgite une partie de sa proie pour une autre qui n'a pas réussi à chasser. Ce n'est pas un geste aléatoire. Les chauves-souris se souviennent précisément de qui leur a offert son aide et de qui n'a pas répondu. Celles qui ne rendent pas l'appareil sont marquées et, avec le temps, rejetées par la colonie. Ce qui, à première vue, apparaît comme un acte de générosité est en réalité un système social fondé sur la réciprocité et la mémoire. La punition pour les opportunistes est sévère. Être exclu équivaut à se condamner à la faim et à une mort certaine. Ce niveau de coopération, que l'on pourrait associer à des sociétés beaucoup plus complexes, démontre à quel point les chauves-souris sont extraordinaires. Ils ne sont pas de simples habitants des ténèbres. Ce sont des architectes sociaux qui négocient, se souviennent et établissent des liens qui peuvent déterminer la vie ou la mort d'un individu. Pendant ce temps, dans des grottes chaudes comme celle de Kartchner, une autre facette de leur cycle biologique se dévoile. Des milliers de femelles se rassemblent en colonies de maternité, suspendues au plafond, formant un essaim en mouvement constant. Là, elles donnent naissance à leurs petits, qui en quelques semaines seulement développent suffisamment de force pour voler et rejoindre les adultes dans leurs incursions nocturnes. La chaleur accélère leur croissance, et l'abondance d'insectes après les moussons assure la nourriture nécessaire à cette explosion démographique. Mais cette abondance est éphémère. Lorsque la chaleur extrême revient et que les ressources s'épuisent, seules les espèces qui savent choisir le bon abri survivent. Certains migrent vers des régions plus clémentes, d'autres se retirent dans des grottes froides de montagne, réduisant leur métabolisme au minimum en attendant des jours meilleurs. L'Arizona, avec sa géographie extrême, devient ainsi un territoire où coexistent des stratégies opposées, chaud et froid, abondance et pénurie, coopération et exclusion. Le vol nocturne des chauves-souris nous rappelle que le désert ne dort jamais. C'est un système vivant où chaque créature joue un rôle distinct. Ce qui se déroule lors de leur vol nocturne ne diffère en rien de ce qui se passe aux quatre coins de ce territoire. Le désert repose sur un équilibre d'ingéniosité et de résilience, une toile invisible où prédateurs, proies et charognards jouent inlassablement leur rôle. Au cours de notre voyage, nous avons vu comment la vie évolue dans un territoire où règne l'hostilité. Les coyotes, opportunistes infatigables, s'adaptent à chaque changement, traquant patiemment et attendant le moment propice pour frapper. Dans l'ombre proche, les pumas observent avec la précision de prédateurs solitaires. Leur silence et leur patience contrastent avec la ruse des coyotes, nous rappelant que dans ce désert, la stratégie se manifeste sous de multiples formes. Et dans les recoins les plus cachés, les serpents comptent sur leur venin et leur discrétion, démontrant que la survie dépend autant de ce qui est vu que de ce qui est caché. Dans l'ère nocturne, les chauves-souris déploient une stratégie différente. Maîtresses du vol et de la mémoire, elles équilibrent abondance et rareté par des mouvements calculés et une coopération silencieuse, régulant les populations d'insectes et assurant la prospérité de chaque plante et animal qui en dépendent. Et tandis que toutes ces forces interagissent, la mousson éclate avec puissance, transformant un monde aride et rigide en un paysage de mouvement, de vie et de renouveau en quelques heures. Chaque créature, du plus petit au plus grand chasseur, fait partie de cette toile complexe où la survie est un équilibre constant entre ruse, patience et adaptation. Ici, la chasse n'est pas une course effrénée, c'est attendre le bon moment, économiser son énergie dans un environnement où l'échec est synonyme de mort. Le désert apprend à ses habitants à traquer, à se cacher dans l'appartement, à survivre sans aucune marge d'erreur. Et surtout, elle nous apprend que la survie ne dépend pas seulement de l'individu, mais aussi de l'environnement qu'il façonne. Car l'Arizona n'est pas qu'un désert, c'est un ensemble de mondes au sein d'un même territoire. De ces canyons sans fin aux grottes qui cachent 1000 secrets, de ces plaines brûlantes aux forêts de pins qui couvrent les hauteurs. Ici, l'inhospitalier cohabite avec le fertile, l'extrême avec le fragile, et la vie s'infiltre dans chaque recoin, s'adaptant à l'apparent impossible.
Au final, il reste la certitude que l'Arizona est plus qu'un lieu. C'est un protagoniste à part entière. Un territoire qui façonne ses créatures avec ténacité, mais aussi avec grandeur. Et dans chaque empreinte de pas, dans chaque chasse, dans chaque bataille perdue ou gagnée, un message silencieux est révélé. La vie persiste, même dans les paysages les plus impitoyables de la Terre.